Bienvenue sur Portrait Social, merci à tous les nouveaux abonnés, merci à tous ceux qui donnent de la force en mettant des j'aime et en partageant les vidéos. Aujourd'hui je reçois Fred et ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Frédéric Merger, j'ai 50 ans, bientôt 51. Je suis donc professeur des écoles en quartier prioritaire à Bien-Assis, sur Montluçon, depuis une vingtaine d'années. Et je suis également entraîneur de boxe, voilà, titulaire d'un BPGEPS dans une petite association sur Désertine. Alors c'est quoi être coach de boxe? Être coach de boxe, c'était déjà, je pense, être passionné, voilà, avoir pratiqué aussi. Je pense que c'est nécessaire d'avoir connu un petit peu les entraînements durs, les combats. Et puis c'est surtout transmettre des valeurs, voilà. Et puis rendre aux autres ce que la boxe m'a donné moi, voilà, ce qu'elle m'a donné à moi. Alors chacun vient chercher quelque chose, mais moi la boxe par exemple m'a sauvé, j'estime qu'elle m'a sauvé, donc du coup j'essaye de, voilà, mon petit niveau de transmettre des valeurs, et puis s'il y a 2-3 personnes qui peuvent entre guillemets ressusciter grâce à la boxe, ça veut dire que j'ai réussi la mission, transmettre le virus en fait. Ouais. Voilà. Tu as commencé la boxe à quel âge toi? J'ai commencé la boxe à 16 ans, voilà, suite à, j'avais, je pense, beaucoup d'énergie en moi, peut-être, je dirais pas de la violence, mais on va dire de l'incompréhension, plein de choses comme ça, que j'avais du mal à exprimer, parce que j'étais un gamin qui était quand même assez timide et bien éduqué. Et en fait, j'ai découvert un match de boxe à la télé, parce qu'avant, il n'y en avait pas tant que ça. Un combat de boxe thaï, c'était Rob Kaman contre Kong Sak, et j'ai dit c'est ça que je veux faire. Donc en fait, mes premiers entraînements, je les ai faits en boxe thaïlandaise. Mon premier combat, je l'ai fait en boxe thaïlandaise. Et puis après, j'ai rencontré des gens sur Montluçon, voilà, Missaoud Sedjar, les frères Guerrero, José Martins, voilà, qui venaient s'entraîner au même endroit que moi. Je les ai suivis. Et puis, voilà, comme le club de boxe thaï de Montluçon à l'époque, on va dire vivotait, je me suis plutôt dirigé sur l'anglaise. Mes études m'ont ensuite conduit sur Clermont, où j'ai signé à l'ASM. Et puis là, c'est là vraiment là où j'ai vraiment découvert, on va dire, la boxe avec des boxeurs professionnels, etc. Enfin, c'est une autre façon pour le coup d'enseigner la boxe, et avec des techniques, des choses comme ça, voilà, complètement différentes. Et puis j'ai eu la chance de fréquenter, ouais, au cours de mes 10 ans passés à l'ASM, on va dire une quinzaine ou une vingtaine de boxeurs professionnels. C'est-à-dire que tout ce petit monde s'entraînait ensemble. Et donc forcément, on découvre le milieu de la boxe, on va dire, de manière un peu plus puissante, quoi. Voilà. Elle t'a apporté quoi la boxe, toi? Tu te dis, elle m'a sauvé. Concrètement, la boxe, elle t'a servi à quoi? Déjà, elle m'a permis, j'aime bien cette phrase comment j'allais dire, de De Niro, je vois l'affiche en face, non c'est pas De Niro, de Jack LaMotta, qui disait: le seul endroit où je n'ai jamais eu honte d'être violent, c'est sur un ring. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on n'a pas le droit de faire quelque part dans la rue, hein, voilà, parce qu'on n'a pas, il y a des valeurs, on n'a pas agressé les gens pour satisfaire un besoin de violence, d'énervement, etc. La boxe m'a permis en fait de pouvoir lâcher prise, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir entre guillemets me battre, mais dans un cadre réglementaire. Ouais, ça m'a apporté ça. Et du coup, à l'époque, je laissais un petit peu tomber les études et tout, et en fait, ça m'a remobilisé. Je me rappelle, c'est mon beau-père Pierre qui avait dit, c'est un ancien judoka de très bon niveau, ma mère voulait pas que je fasse de boxe, et il a dit fais-lui faire de la boxe et tu vas voir que les notes vont remonter. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que moi à l'époque je voulais m'engager, j'avais 16, quand j'ai commencé la boxe j'avais 16 ans, je voulais m'engager à 17-18 ans, partir à l'armée, enfin. Et en fait après j'ai plus envie, parce que je me suis dit non, mais moi ce que je veux c'est boxer. Et puis du coup j'ai fait mes études sur Clermont, et puis tout doucement ça s'est inversé, c'est-à-dire que c'est les études qui ont pris le pas sur la boxe. J'ai toujours continué la boxe en compétition, on va dire plus sous forme de plaisir, pas avec des objectifs de passer professionnel, etc. Enfin voilà. Et du coup ça m'a permis de réussir mes études, et puis je pense quelque part de réussir ma vie professionnelle. Entre guillemets réussir, ouais. Enfin réussir ça veut dire tout simplement qu'on est bien. Hein. Ouais, te réaliser, voilà. Quoi. Voilà, c'est ça.
Voilà. À quel moment tu décides de passer de l'autre côté, c'est-à-dire de donner des cours, de transmettre? Alors ça s'est fait vraiment par le plus grand des... C'est pas le plus grand des hasards, mais ça s'est fait de manière un peu étrange, enfin pour moi étrange, mais je pense qu'en fait ça arrive souvent. C'est-à-dire que moi je me voyais pas vieillir et je voulais surtout continuer de boxer. Alors faut dire qu'à notre époque, 32 ans c'était l'âge limite pour faire des compétitions. Aujourd'hui c'est 40 ans. Voilà, tout évolue et nous à l'époque c'était 32 ans. Parce qu'il y a quand même des risques. Hein. Et quand je suis arrivé à 30 ans, mon entraîneur, je me rappelle à l'ASM, Tony Molus, m'avait dit est-ce que ça te dirait pas d'être entraîneur et tout ça? Non, je veux encore faire une saison, etc. Bref. Et la vie professionnelle m'a emmené sur Montluçon. Donc en fait, j'étais de Montluçon, je suis parti 10 ans à Clermont, puis je suis revenu sur Montluçon. Et sur Montluçon, j'allais m'entraîner chez Michel Guerrero, qui m'a dit est-ce que tu pourrais, est-ce que ça te dirait d'être entraîneur, etc. Alors à la base, je l'ai plus fait, on va dire, pour lui rendre service, parce que c'était quelqu'un que j'appréciais. Et puis du coup, après, on y va tout timidement, parce que moi ça surprend, mais j'étais quelqu'un de timide, et puis après on prend son pied, quoi. C'est-à-dire que dès l'instant où on commence à emmener ses premiers boxeurs sur le ring, à les voir évoluer, à les voir gagner, à faire du résultat, voilà, ça y est. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant j'essaye de transmettre le virus de la boxe à des jeunes. Mais quelque part, il y a le virus d'entraîneur qui m'est arrivé avant, quoi. Voilà. Ouais. Et est-ce que ta notion que ce que tu transmets va demeurer en eux, justement? Tu parles de virus, tu sais, il y a des virus qui restent à vie dans l'organisme. Ouais. Un coach, voilà, pour ceux qui ont pratiqué, on le garde aussi à vie dans son patrimoine génétique ou sportif. Oui. C'est des rencontres qui restent. Alors après, voilà, en fait, c'est des rencontres et c'est des expériences de vie. Alors après, je pense qu'il y a des gens qui sont réellement passionnés, qui le restent toute leur vie, y compris des gens qui n'ont pas forcément brillé en boxe. Hein. Moi, j'étais un bon technicien, je pense, mais j'étais pas, j'ai pas eu de titre, je serais un menteur que de dire que j'étais un champion. Mais des fois, c'est pas forcément les grands champions qui sont les meilleurs transmetteurs. Après, il y a des grands champions qui sont d'excellents transmetteurs. Et mais en fait, ce qui se passe, c'est que il en reste toujours quelque chose. En fait, la plus belle des récompenses, c'est quand je vois des gamins qui sont restés 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis ils viennent vous voir ou par message sur Facebook, les réseaux sociaux, je me rappelle, c'était trop génial, etc. Il en reste toujours en fait un petit quelque chose. Y compris des gamins qui ont été sauvés de manière momentanée grâce à la boxe. Ouais. C'est-à-dire qu'on voyait qu'ils commençaient un petit peu à faire les cons, à déconner. On essaye de les recadrer un peu. Et puis des fois ça marche le temps qu'ils fassent de la boxe, et puis après ça évolue autrement, mais il en reste effectivement toujours quelque chose. Alors j'ai vécu, je vis une excellente expérience grâce à Bruce Déhainaut sur l'ASIUT et Olivier Meffredi, parce qu'en fait, une fois par semaine, ils ont créé en fait un pôle boxe universitaire, donc c'est quelque chose de très officiel, où on entraîne des jeunes étudiants. Alors ces étudiants, c'est un petit peu compliqué parce qu'ils s'entraînent qu'une fois par semaine, mais ils viennent de partout, c'est-à-dire qu'il y en a qui viennent de Montluçon-Clermont, mais il y en a qui viennent de très loin, y compris de l'étranger. Donc j'ai eu un Péruvien, on a eu des Marocains, Chinois, enfin de tout le monde entier. Et ces jeunes-là, en fait, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on se rappelle, etc. Et j'ai des gars, il y en a un qui boxe à Paris, qui a boxé il a fait un match d'encadrement pour Tony Yoka. Donc quelque part, on a au moins permis ça. C'est ce qui ressort en fait. Et j'en ai un autre qui est parti aux États-Unis. Non, c'est une Nadia, une petite une petite étudiante qui était partie aux États-Unis, qui a pris une photo à Philadelphie, à côté de Rocky, la statue de Stallone, qui me l'a envoyé en photo. Il y en a un qui a boxé à Tours, j'en ai un autre qui a boxé en Suède. Et en fait, c'est ça. En fait, c'est la partie à aller gagner qu'on a réussi ça. Et puis il y a des jeunes qui viennent aussi boxer dans notre club et qui je pense dernièrement à la petite Élise et puis le petit Thibaut. Donc Élise va repartir sur Clermont, elle va faire de la compétition. Thibaut veut faire de la compétition avec nous. Donc voilà, le but en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait pas ça pour avoir des compétiteurs. Moi, c'est le premier truc. Moi, j'enseigne la boxe de manière très générale, et si sur
quelques cibles entre guillemets, ça fonctionne, tant mieux. Mais je fais pas ça en disant ouais, moi je veux 30, 40 compétiteurs. C'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'est que les gens ils apprennent quelque chose, et l'apprentissage, c'est pas que savoir boxer. Il faut qu'il en ressorte quelque chose. Voilà. Donc, ok pour ton évolution sur le statut de coach. Plus tard, tu décides d'ouvrir ta salle. Oui. Ça se fait en quelle année, ça? La salle, ça a été en 2014-2015. Voilà, alors bon, c'est plus pour des raisons, on va dire, voilà, j'avais fait des... En fait, je pense que c'est le fait d'avoir été professeur des écoles, en fait, on nous apprend quand même une certaine façon de voir l'apprentissage, la pédagogie. J'avais fait aussi une formation avec quelqu'un qui m'a énormément marqué, qui s'appelle Stéphane Reynaud, donc qui était cadre de la Fédération française de boxe, et c'est lui qui a développé la boxe éducative, entre autres, mais il travaille également sur le handicap. C'est quelqu'un qui travaille sur le handicap, sur la boxe en milieu carcéral. Il forme aussi les meilleurs ouvriers de France à travers des stages de boxe, etc., où il leur apprend à se concentrer, tout ça. Donc ce mec-là, pour moi, en fait, ça a été un tsunami. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai dit, voilà, tout ce que je sais faire, je peux le transmettre autrement que comme moi, on me l'a transmis. C'est-à-dire, et en fait... avec cette philosophie que j'ai, y compris à l'école. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je donne une boîte à outils, et dans cette boîte à outils, le boxeur, il va prendre ce qui l'intéresse. Parce qu'il y a un truc qui m'avait vachement frappé à l'époque, et je pense que tu vas comprendre, c'est qu'on peut tout apprendre à un boxeur. On peut tout, tu boxes comme ci, comme ça, de loin, de près, etc. Mais il y a une chose qu'on peut pas savoir, c'est le ressenti du boxeur. Et ça c'est ma pédagogie. C'est-à-dire qu'on peut avoir un mec qui fait 1m90, tout le monde va lui dire de boxer de loin, bah peut-être que lui, il aura envie de boxer de près. Et parce que ça sera de son tempérament, parce que ça sera son ressenti, et ça, on ne peut pas l'inverser. Voilà, moi, c'est ma façon de voir la boxe. Voilà, c'est celle-là. Je sais qu'il y a d'autres qui fonctionnent autrement, mais moi, c'est la mienne, et c'est comme ça que je me reconnais dedans. Et puis, il y a aussi un truc où j'essaie de ne pas précipiter les choses. C'est-à-dire que je fais boxer les gars. Moi, j'ai vraiment, enfin les gars et les filles, j'ai vraiment pas l'objectif qu'ils montent forcément sur un ring. Tout doucement, il y en a qui viennent vers moi, je leur dis c'est trop tôt. Des fois, malheureusement, je leur dis c'est presque trop tard. Voilà, c'est rarement le trop tard, hein, mais tu vois, j'ai des gars qui ont 38 ans. J'ai un ou deux exemples en tête. Ils disent ouais, j'aimerais bien faire un combat pour que mon fils il me voit un jour boxer. Et on va le faire, on va le faire. Alors par contre, je ferai attention au profil d'adversaire que je vais trouver. On va pas, voilà. Mais ça, des fois, c'est le plus dur, c'est de faire démarrer des gens, parce que quand tu as des gens qui sont expérimentés, tu connais les palmarès des boxeurs que tu vas avoir en face. Je te donne un exemple, tu as un gars qui a 15-20 combats, tu sais que ton gars, il a quand même pas mal de défaites. Si en face, tu vois un gars qui a 20 combats, 19 victoires, tu sais que ça sent pas bon. Faut pas prendre ce gars-là. Chez les débutants, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'en fait, il y a un 0 combat, on ne sait pas sur qui on va tomber. On peut très bien tomber sur une armoire à glace qui s'entraîne depuis 5 ans dans une salle, etc. Voilà, donc moi j'essaye d'avancer prudemment. On commet tous des erreurs, mais c'est aussi ça le fait d'être entraîneur, c'est qu'on est aussi responsable, et avant tout responsable de la sécurité des gars. C'est-à-dire que si on se voit que ça se passe mal, faut pas hésiter d'arrêter un match. Voilà, d'arrêter un match, de protéger au maximum le boxeur, et puis surtout de dédramatiser. Moi, c'est ce que je leur dis, il faut dédramatiser. Moi, j'ai boxé pendant des années avec une pression de fou, alors que finalement, il va rien se passer. Enfin, je veux dire, il y a un médecin, il y a des entraîneurs, il y a des choses, je pense, dans la vie qui sont beaucoup plus importantes qu'une victoire ou qu'une défaite sur un ring de boxe. Et en fait, cette pression que j'avais, j'essaye de leur enlever au maximum. Il y en aura toujours de la pression, mais au maximum. Moi, ce que je leur dis, c'est faites-vous plaisir, faites-moi plaisir. C'est donnant, mouillez le t-shirt, donnez ce que vous avez à donner. Après, ça passe pas, c'est pas grave. Tant qu'on a été courageux et qu'on a... C'est vraiment ça, en fait. C'est le côté... apprenez des choses sur le ring, mais qui vont vous servir aussi en dehors du ring. Voilà. Est-ce que tu as vu le public changer depuis le nombre d'années que tu pratiques? Est-ce que les petits jeunes qui viennent s'inscrire chez toi, c'est les mêmes que toi tu rencontrais il y a plusieurs années quand tu as commencé? Non, parce que les clubs ont changé aussi. C'est-à-dire que nous, autrefois, en boxe, il y avait très peu de place à la boxe loisir. Alors loisir, j'englobe vraiment, on va dire, la boxe enfant, la boxe adulte, découverte, etc. Ça n'existait pas, pratiquement pas. C'est-à-dire que quand les gens venaient dans des clubs de boxe, c'était pour faire de la compétition.
compétition. Ouais. Moi, quand j'étais à l'ASM, je vais te donner un exemple tout simple. On était donc quand j'ai signé à l'ASM, c'était en 1991. Il y avait 20 boxeurs amateurs, compétiteurs amateurs, et il y avait 4 professionnels. C'est-à-dire tous les ans, pratiquement, il y avait 4 pros dans les salles qui s'entraînaient avec les amateurs. Et il y avait, on va dire, 3-4 boxeurs qui venaient parce que c'était les copains des copains ou anciens boxeurs qui venaient un petit peu mettre les gants, mais ça se limitait à ça. Et puis progressivement, les fédérations, les clubs ont accueilli un autre public, donc plutôt loisirs, découvertes, etc. Donc du coup, ouais, ça a évolué. Alors moi, sur le club que j'ai, justement, j'ai recréé l'associatif parce que j'aime bien, j'ai créé en fait une association parce que, si tu veux, j'ai trouvé que dans le milieu du sport, on demande beaucoup aux associations et je trouve que les associations, progressivement, certaines en tout cas, se transforme limite en entreprise. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait du fric qui rentre pour pouvoir, je sais pas, continuer de vivre pour continuer de vivre, etc. Et en fait, l'esprit change. Et moi, et moi, ce que j'ai aimé dans la boxe, c'est quand on allait dans un club, la priorité première, c'était pas d'avoir un beau short, c'était en fait de se retrouver, de s'entraîner, de se mettre entre guillemets un peu sur la tronche, etc. Et c'est ça qui me plaisait. Et en fait, quand j'ai créé le club, la première chose que j'ai dit, je veux une structure au service de l'humain et non pas un humain et non pas des humains au service de la structure. Et c'est cet état d'esprit que je veux absolument qui perdure dans notre club. Et c'est pour ça que je me suis aussi entouré de gens qui partagent un petit peu. Alors je pense, je peux pas tous les citer parce que ça, mais je pense voilà Alice Sedeki, Yacine Benchrif, Thierry Ménager, enfin tous ces gens là dernièrement Andy Cabo, etc. qui nous ont rejoints, Sébastien Soularue, où en fait les gens ils veulent pas avoir de pression par rapport à forcément des rentrées d'argent, de choses comme ça. Il en faut malheureusement parce que dès l'instant où on fait un petit peu de compétition, des stages et tout, il faut toujours de l'argent. Mais c'est ce que j'explique, c'est en fait l'argent, sur des beaux projets, il y a les subventions qui nous aident un petit peu, mais c'est avant tout les adhérents, parce que quand tu vas dans une association, tu participes à une philosophie, à une pédagogie, tu viens pas forcément payer un service. Et c'est ça que j'essaye vraiment d'expliquer aux gens. Alors ça c'est long par contre. Sans vouloir faire de polémique, pour toi c'est quoi un bon coach ? Pour moi un coach c'est quelqu'un qui ne se limite pas à l'entraînement. Voilà, c'est-à-dire que moi il m'arrivait d'être à l'écoute de mes boxeurs, des fois peut-être même trop, quitte à bouffer ma vie à moi, quoi, dans le sens où je me crée des soucis en plus des miens. Mais ouais, c'est-à-dire, alors j'ai des exemples en tête, mais voilà, de les accompagner dans le cadre de leurs études, quand les études se passent pas bien, parce qu'il y a des petits problèmes, alors des difficultés, on essaye d'orienter sur des médecins, sur des spécialistes. Si on, voilà, je sais pas, des problèmes par exemple, on va dire d'alimentation, on va essayer de trouver un nutritionniste, voilà, et en fait c'est accompagner le jeune, mais enfin le jeune et le moins jeune, parce qu'il n'y a pas que des jeunes, mais dans tous les paramètres de sa vie, pas qu'au niveau de la boxe. Moi je suis pas un entraîneur qui va dire voilà, moi j'entraîne de tel jour, de telle heure à telle heure, et en dehors ça me regarde pas. Si ça me regarde pas, ça me regarde que si le boxeur ou la boxeuse en a besoin, mais on doit être à leur écoute. Voilà, voilà, en tant que professeur des écoles, ce qui se passe à la maison, forcément, ça nous interpelle, ça nous intéresse, on doit le savoir. C'est pour ça qu'on va travailler avec des éducateurs sociaux, qu'on va travailler avec des médecins, voilà, des professeurs spécialisés. Et pour moi, dès l'instant où on est entraîneur, faut aussi savoir faire ça. Voilà. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut s'inscrire dans un club de boxe ou à des parents qui veulent inscrire leurs enfants dans un club? Quels sont les critères pour savoir s'il faut aller dans celui-là ou dans un autre? Alors, ce qu'il faut en fait, c'est que les gens essayent déjà. Enfin, voilà, il faut essayer, il faut aller voir, et après, ouais, dans les différents clubs, on se rend compte tout de suite un petit peu, déjà de la personnalité des entraîneurs, de la pédagogie, je sais pas, de la structure. Voilà. Alors, je dis n'importe quoi. Il y a des gens, par exemple, ils vont vouloir faire de la boxe. Bon, eux, ils veulent vraiment s'entraîner dans une vraie salle de boxe, etc. Moi, je sais par exemple que nous, sur Désertine, j'ai voulu vraiment recréer. Ce qui m'a intéressé, c'est vraiment recréer un petit peu le contexte qui m'a fait aimer la boxe. C'est-à-dire que moi, mes premiers entraînements de boxe, c'était une salle avec du parquet. Il n'y avait pas de sac de frappe, il n'y avait rien. Mais la boxe. Ça coupait les gants.
Ça, voilà, il y avait des gants, voilà. Mais ce que j'aime dans la boxe, moi, c'est, j'avais fait ça quand j'avais fait mon BPGEPS, j'avais écrit ça, c'est l'odeur. C'est voilà, c'est quand vous rentrez dans une salle de boxe, c'est tout de suite vous devez sentir ce qui s'y passe. Et ça, c'est instinctif. Voilà. Donc il y a les gens qui viennent chez nous à Désertine, ils viennent pas pour avoir une super salle de boxe. Et pourtant, elle est pratique notre salle de boxe parce que 200 mètres carrés, je peux te dire que il y a de la place, on tend des cordes, etc. Mais nous, on aime bien un peu ce côté spartiate, un peu ce côté système D. Il y avait Christian Merle, là, mon ami sur Clermont, ancien champion, qui disait c'est pas la salle qui fait le boxeur. Si tu es bon dans un garage, tu seras bon dans une belle salle. L'inverse n'est pas forcément vrai. Et c'est ça vraiment qui est important. Et puis quelque part aussi, ça donne faim. Ça donne faim. C'est-à-dire que j'ai toujours eu du mal, moi, à être dans des belles, super belles structures, etc. Mais pas qu'en boxe, hein, dans tous les sports que j'ai pu pratiquer ou dans tous les univers que j'ai pu fréquenter, j'aime pas le luxe en fait. Voilà, j'aime pas le luxe. Moi, j'aime bien revenir à notre petitesse. Est-ce que la boxe aime le luxe de manière générale? Alors, si on regarde les vidéos, parce que les gens regardent forcément les plus grands champions, hein, ils vont avoir l'impression que oui, mais ce qu'on oublie, c'est que ces gens qui sont arrivés là, à la base, c'est des crèves la dalle. Ouais. Donc, c'est des gens, si t'as pas faim, faut pas faire de boxe. Alors, avoir faim, c'est pas forcément, quand je dis crever la dalle, c'est une expression, c'est pas forcément avoir faim au sens premier du terme, même si je reste persuadé qu'il y a encore 20 ans, il y avait des gens qui avaient vraiment faim, mais là, au sens premier du terme. Et là, ça va plutôt être avoir faim, être en recherche de quelque chose, avoir envie, avoir une certaine hargne, être en recherche de quelque chose, être en quête de quelque chose. Mais après, c'est ce que je dis aux gens, hein, si vous voulez faire de la boxe pour gagner de l'argent, faites pas de boxe, hein, parce que c'est pas comme ça que ça se passera. C'est exceptionnel. T'expliquais tout à l'heure ce que la boxe t'avait apporté à toi, directement. Est-ce que la transmission, ce que de transmettre aux jeunes t'a apporté? Oui, alors j'apprends autant de mes boxeurs que eux ils apprennent de moi. Voilà. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens. Alors bon, il y avait par exemple un boxeur là maintenant qui est à l'ASM parce que je suis tombé gravement malade et je l'ai confié à l'ASM. Lui et sa sœur Esteban et Maïna Bourna, pour pas les citer, qui eux étaient sans arrêt dans la recherche d'apprendre. Et puis alors des fois ils venaient vers moi et me disaient ouais j'ai vu ça, est-ce qu'on pourrait travailler ça? Et puis en fait alors des fois moi ça m'intéressait. Puis des fois, en le mettant en place, je dis non, mais là, tu vois, si on met ça, tu vois, tu n'y arrives pas. Et toujours, là, je reviens toujours à cette notion de ressenti. Voilà. Moi, je vais pas être l'entraîneur, il faut mettre ton pied gauche ici, ton pied droit. Non, ça, pour moi, c'est des conneries. C'est-à-dire que si le gars, il a besoin d'avoir les pieds un peu plus écartés, un peu plus rapprochés, etc., ce qui est important, c'est que ça fonctionne. La bonne pédagogie, c'est celle qui marche. Et voilà. Et donc, du coup, je dis que j'apprends autant de mes boxeurs parce que voilà, j'ai Esteban Aitraïs actuellement. Lui, par exemple, voilà, il a des petits défauts. Il veut combler ses défauts. Et c'est pareil, même démarche, j'ai vu ci, j'ai vu ça, et puis on essaye de fonctionner. Et puis moi, je vais toujours à la pêche aux infos, j'essaye de voir ce qui m'intéresse à travers certaines vidéos de boxe ou dans certains autres clubs ou dans certaines autres salles. Et puis surtout, je fais beaucoup de parallèles avec d'autres sports. Ça, c'est mon dada. La transdisciplinarité et transversalité. Voilà. Je vais faire une confidence. Donc j'avais parlé de Stéphane Reynaud en boxe, celui qui m'a le plus appris sur Montluçon sur la pédagogie, c'est Monsieur Mialo, j'ai fait du jiu-jitsu brésilien chez lui, donc rien à voir avec la boxe anglaise, et sa façon d'aborder, de travailler sur énormément de thèmes, de choses comme ça, c'est lui qui m'a aussi ouvert les yeux. Et voilà, et c'est comme ça que j'enseigne la boxe, c'est-à-dire en fait en fonction de situation, et c'est ça l'apprentissage, on crée un problème. Il faut surmonter le problème. Si j'arrive pas à surmonter le problème, le coach il est là pour me donner des outils. Mais s'il n'y a pas de problème, finalement, il n'y a pas d'apprentissage. Je vais te donner des mots, tu vas me dire ce qu'ils évoquent pour toi. D'accord. Boxe. Histoire. Et j'aime beaucoup cette définition de la boxe. Les poings sont à l'homme ce que les cornes sont au taureau. Voilà. Le mot entraînement. Entraînement, passion, rigueur, investissement. Plaisir aussi. Plaisir de souffrir. Coach. Accompagner. Élever. Ouais. Victoire. Secondaire, éphémère. Défaite. Constructive. Ton plus beau souvenir de boxeur et ton plus beau souvenir d'entraîneur?
Mon plus beau souvenir de boxeur, ça a été... c'est un moment douloureux de ma vie. Mon beau-père venait de se suicider. Il s'était tiré une balle dans la tête. Et j'avais boxé à Clermont 3-4 mois après son décès. Et le combat était très mal engagé. Et au deuxième round, je suis secoué, complètement secoué. Je suis compté, je m'accroche comme je peux. Et je ne dirai pas ce que m'a dit mon entraîneur entre le deuxième et le troisième round. Ça a été très violent. Et en fait, je mets le mec KO au troisième. Et ce jour-là, je l'ai revu après, ce gars. Tout de suite après la compétition, on a bu un coup. Et il m'a dit, j'aurais pu le tuer. Hein. C'est-à-dire que vraiment, j'étais dans un état de furie. Voilà. C'est l'entraîneur et l'arbitre qui ont arrêté le match. Parce que je cognais, alors que voilà, il n'avait plus de défense, plus rien. Et ce gars-là, après, je l'ai revu et il m'a dit, de toute façon, quand j'ai été compté la première fois, je savais que tu allais gagner. Et moi, je ne me rappelais plus qu'il avait été compté une première fois. C'est-à-dire que j'étais en cerveau reptilien. Voilà. Donc là, on apprend ce que c'est que le dépassement de soi. C'est-à-dire que là, on est devenu animal, en fait. Voilà. Ça, c'est ma plus belle fierté, mon plus beau souvenir. Et c'est à la fois un petit peu effrayant aussi. Mais je ne vais pas mentir, c'est ma plus belle fierté. Ouais. Celle-là, je suis très fier de ce match-là. Et du côté coach? Et bah, du côté coach, je vais te surprendre, je me rappelle, je vais dire qui c'était, il s'appelait, alors j'en ai eu plein des magnifiques souvenirs de gars qui ont gagné, le petit Bourna, etc., la petite Bourna. J'ai Esteban Aitraïs qui m'a fait un super match à Désertine dernièrement, c'était notre objectif, mais je vais te surprendre, si vraiment je dois m'en souvenir d'un, c'était un gamin qui s'appelait Tristan. C'était le fils à un copain, Brice et Bernard. Et ce gamin-là, il n'avait pas de qualité particulière, si ce n'est que c'était un super guerrier. Et j'ai le souvenir un jour de l'avoir vu boxer sur un match. Il allait au casse-pipe, entre guillemets, hein, tu connais les termes, hein, y aller. Et je me rappelle, j'avais eu la chair de poule, parce que je dis, ce gamin-là, bah, mine de rien, il a fait 30 ou 35 matchs, et alors qu'à la base, je vais pas dire qu'il n'avait pas de qualité, ça serait mentir, parce que c'était un gamin qui avait quand même des qualités, parce que déjà, pour monter sur un ring, il faut avoir des qualités. Mais malgré, on va dire, tous ces petits défauts, etc., il a fait une belle petite carrière, et moi c'est cette fierté que j'ai eue en fait d'emmener ce gamin au niveau qu'il a eu, alors qu'à la base ça paraissait compliqué. Voilà, ça c'est des grandes fiertés. Parce que quelqu'un qui est doué, j'ai envie de te dire, c'est facile. Là où c'est plus compliqué, c'est quand la personne n'a pas toutes les qualités nécessaires. Ouais. Et dans la boxe, ce qui est important, c'est ce que je dis à tous mes boxeurs, ce que je dis aux petits Bourna et tout, c'est la durée. Toujours y croire. Toujours continuer. Parce que moi, j'ai connu des mecs qui étaient super bons. À la première défaite, ils se sont effondrés, on les a pas vus. Et puis, on a connu aussi l'inverse, c'est-à-dire des mecs qui étaient déterminés. J'ai un souvenir, Alain Pernis en boxe, qui a eu un palmarès amateur compliqué au départ. Il a fini boxeur première série. Moi, je le surnomme le Rock. C'est une machine, ce mec. Et il a mon plus grand respect. Pour moi, la boxe, c'est ça. C'est ces mecs-là. C'est pas le champion pour qui tout est facile, finalement il prend pas de coups, il risque pas grand chose quoi. Là où c'est plus difficile, c'est pour ceux qui... Ah, c'est l'outsider. C'est l'outsider, ouais. Qui lui a franchi toutes les étapes quoi. Ça m'a fait très plaisir de t'avoir en vidéo. Elle touche à sa fin, mais on n'y est pas encore. J'aurais pu le dire en introduction, mais pour moi, voilà, tu le sais, hein, toute l'estime que j'ai pour toi. Sache qu'elle est réciproque, mais tu sais pourquoi aussi. Vraiment, si voilà, on pouvait ouvrir un dictionnaire et au mot éducateur, au mot pédagogie, au mot amour de transmettre, on pouvait y trouver une photo, vraiment ce serait la tienne. Tu rayonnes, tous les gens qui te côtoient connaissent ta valeur, tout le monde parle de toi justement par ce côté humain, ce côté voilà, transmission et sincérité. Est-ce que tu en as conscience? Et deuxième question, quelle trace tu souhaiterais laisser voilà, tu sais, la vie elle est faite de rencontres et après de séparation. Les gens que tu côtoies plus, quel souvenir tu voudrais qu'ils gardent de toi? Alors, déjà ça me touche ce que tu dis voilà, énormément par rapport voilà, à ça. Après, je pense qu'il faut rester modeste, dans le sens où j'étais malade, tu sais, j'ai une grave maladie. Voilà, la maladie est bonne enseignante, c'est ce que je dis.
Voilà, parce qu'elle a son lot de belles choses, mais elle a aussi son lot de déceptions et de grosses déceptions. Donc moi, elle m'a ramené à ma petitesse, vraiment. Et je pense que, tu sais, j'aime bien la théorie de Pierre Rabhi sur la théorie du colibri. Voilà, hein, la forêt prend feu, alors que tous les animaux fuient, bah, lui fait des allers-retours. Il fait sa part. Voilà, et en fait, il fait sa part. Moi, j'estime que je fais ma part. C'est-à-dire que pour le coup, c'est ma seule fierté, c'est que j'ai pas de leçons à recevoir de tous ces politiques de Faucon, Yaka, nani, nana. Moi, je fais ma part. Au quotidien, je suis là, en plus de mon boulot, etc. Et ce que tu me dis, ça me bouleverse parce que quand je suis tombé malade, ma plus grosse hantise, c'était quelle trace je vais laisser. Voilà. Et en fait, j'ai aucune inquiétude par rapport justement à mes élèves, par rapport aux gens qui m'ont fréquenté, aux parents d'élèves, aux collègues, etc. Je sais. En fait, ma plus grosse hantise, c'était mon noyau proche. Est-ce que j'étais là pour eux? Est-ce que j'ai tout fait? Voilà, en fait, ma plus grosse hantise, c'est ça. Et là, j'ai pas la réponse en fait. Et voilà. Et je sais que voilà, il y a certaines personnes comprendront ce que je veux dire. Ça a été ma plus grande angoisse. Voilà. Qu'est-ce qui va rester de moi chez vous en fait? Et voilà. Et puis pour finir sur une petite pointe d'humour, j'ai toujours dit que le jour où je serai plus là, parce que la vie, comme tu dis, elle est faite de séparation, j'espère déjà que les gens auront appris quelque chose à mon contact. En tout cas, moi j'ai appris des choses à leur contact à eux. Et puis j'aimerais bien qu'on mette cette petite phrase, moi qui m'a toujours fait rire, enfin que j'ai inventé d'ailleurs. C'était suite à un gars qui avait écrit inutile de compter, je ne me relèverai pas. C'est un boxeur qui a mis ça sur sa tombe. Alors bon, moi je vais pas lui voler la citation. Moi j'aimerais juste qu'on mette KO pour le compte. Voilà. Bon, si tu avais un mot de la fin pour conclure cet échange. L'humain, il n'y a que ça, l'humain est toujours avoir soif de découvrir. Voilà, celui qui pense tout savoir, il n'apprend plus quoi. Et on a toujours, et c'est prouvé, hein, on a toujours quelque chose à apprendre. Voilà, et surtout on apprend beaucoup des autres. Voilà. Exactement. Merci Fred beaucoup. pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais aussi.